Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Romy Schneider. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Rosemary Magdalena Alba Ritchie voit le jour le 23 septembre 1938 à Vienne, au sein d'une lignée profondément ancrée dans le domaine artistique. Son arrière-grand-père paternel, Rodolphe Ritchie, était un acteur et metteur en scène, tandis que son épouse Kat se distinguait comme chanteuse. De cette union naquit Rosa, qui devient pensionnaire du prestigieux Burgtheater. En 1889, Rosa épousa Karl Alba, un officier de l'armée impériale austro-hongroise qui abandonna sa carrière militaire par amour pour elle et s'orienta par la suite vers les professions d'avocat et de comédien. Leur fils, Wolf Alba Ritchie, né en mai 1906, fit ses débuts comme comédien au Burgtheater, aux côtés de sa mère, entre 1926 et 1932, avant de s'engager dans une carrière cinématographique. En 1933, lors du tournage de Petite, Je me réjouis que tu viennes, Wolf fit la connaissance de Magda Schneider, actrice ayant débuté au cinéma 2 ans auparavant. Le couple se maria le 11 mai 1937 à Berlin. L'année suivante naquit leur fille prénommée Rosemary, en hommage à ses deux grands-mères Rosa et Maria. Le 21 juin 1941, un fils, Wolf Dieter dit Wolfie, vient agrandir la famille. Il choisira plus tard une carrière de chirurgien. À la fin d'octobre 1938, lorsque Rosemary n'est âgée que de 4 semaines, la famille Alba quitte à Vienne, alors en plein processus de nazification, pour s'établir dans leur propriété nichée dans les Alpes bavaroises, près de Berchtesgaden. En raison de leur carrière exigeante, Magda et Wolf étaient souvent absents. Dans un premier temps, Rosemary fut confiée à une gouvernante, puis à sa grand-mère maternelle, Maria Schneider, qui veilla sur elle et son frère durant les périodes d'absence prolongée de leurs parents. Accompagnant parfois sa mère, Rosemary fut introduite dans le cercle privé d'Adolf Hitler, qu'elle eut l'occasion de rencontrer. La famille de la jeune Rosemary bénéficie des privilèges réservés aux proches du régime nazi. Sa grand-mère paternelle, Rosa Alba Ritchie, admiratrice déclarée d'Hitler, est membre du Fonds patriotique autrichien, ainsi que son père, Wolf Alba Ritchie, engagé dès 1933 comme membre de soutien de la SS, volontaire au Front du travail allemand et actif à partir de 1938, figure sur la liste des privilégiés divins des nationaux socialistes. Selon Joseph Goebbels, cette liste regroupe des artistes jugés essentiels au Reich ou à sa propagande. Magda Schneider, pour sa part, a été exonérée d'impôts par le ministère de la propagande nazie. Proche de Martin Bormann, un homme notoire pour son absence de scrupules, elle voit ses enfants, dont Rosemary, jouer avec ceux de Bormann. Adulte, Rosemary éprouvera le besoin de s'émanciper de ce lourd héritage. Elle donnera à ses enfants des prénoms hébraïques, David et Sarah, et interprétera à l'écran des rôles de victimes du nazisme. En 1943, Wolf Alba Ritchie rencontre l'actrice Trude Marlène. Leur relation entraîne la séparation du couple parental. Rosemary, âgée de 4 ans et demi, est profondément affectée par cet événement. Elle se rapproche de sa mère qu'elle admire et de son frère, tout en idéalisant son père absent. En 1944, Romy fait son entrée à l'école primaire de Berchtesgaden, tandis que son père s'installe avec Trude Marlène. En 1945, leurs parents divorcent. La fin de la guerre marque une pause forcée dans la carrière de Magda Schneider, en raison de sa proximité avec les hauts responsables du régime nazi. Presque ruinée, Magda doit retourner vivre en Autriche occupée. Elle y joue dans des pièces de théâtre pour des cachets modestes, qui suffisent à peine à subvenir aux besoins de ses 2 enfants. De son côté, Wolf Alba Ritchie se remarie avec Trude Marlène en 1947, donnant à Romy une demi-sœur, Sacha Darwin, qui embrassera également une carrière de comédienne. En septembre 1948, Magda inscrit sa fille dans un pensionnat. Cependant, après une année marquée par de mauvais souvenirs, Romy est transférée le 1er juillet 1949 dans un internat catholique. Elle y reste que jusqu'en juillet 1953. Cette année-là, elle obtient avec mention son brevet. Elle est alors destinée à rejoindre sa mère à Cologne pour intégrer l'école de dessin de mode, afin de devenir décoratrice ou illustratrice pour livres d'enfants. Toutefois, Romy nourrit en secret un autre rêve, devenir actrice. Dans son journal intime, qu'elle nomme Peggy, et reçoit pour son 13e anniversaire, elle consigne sa joie lorsque, dans la troupe de théâtre de son pensionnat, on lui confie un rôle. En juillet 1953, Rosemary quitte le pensionnat pour rentrer chez elle.
Peu après, elle reçoit un appel de sa mère Magda qui lui propose de venir à Cologne, où elle prépare son prochain film, son premier depuis 3 ans. À cette époque, le producteur Kurt Ulrich recherche une jeune actrice pour incarner la fille du personnage principal dans Quand refleuriront les lilas blancs. Magda suggère sa propre fille, qui passe brillamment les essais. Sa photogénie frappe immédiatement les professionnels. Rosemary abandonne alors définitivement ses études. Le 8 septembre 1953, elle se rend à Cologne pour le tournage de son premier film, où elle est créditée pour la première et unique fois sous le nom de Romy Schneider Alba. Le tournage s'achève en novembre et le film sort peu après dans les salles ouest allemandes, où il rencontre un succès immédiat. Ce triomphe lance la carrière de la jeune actrice. Pendant le tournage, Romy reçoit une nouvelle proposition, incarner Anna dans Feu d'artifice de Kurt Hoffmann. Ce rôle marque sa première collaboration avec Lily Palmer, une star renommée. Le tournage débute en mai 1954 et s'achève en juillet. Le film, sorti en septembre 1954, remporte également un grand succès, et Romy adopte définitivement le pseudonyme de Romy Schneider. En juin 1954, en plein tournage de Feu d'artifice, Romy rencontre le réalisateur Ernest Marischka. Ce dernier, initialement engagé avec l'actrice Sanja Ziemann pour Les jeunes années d'une reine, décide de confier le rôle principal à Romy après leur entrevue. Elle incarne la reine Victoria à l'âge de 18 ans, lors de son ascension au trône en 1837. Sorti en décembre 1954, le film connaît un immense succès et confirme Romy dans son statut de star montante. Romy poursuit sa collaboration avec Marischka en tournant Mamselle Cricri, où elle joue une jeune paysanne aux côtés de sa mère Magda Schneider. Elle enchaîne avec Mon premier amour de Harald Braun, qui sort en octobre 1955. Malheureusement, ce film est son premier échec commercial. Sur le plan personnel, le 11 décembre 1953, Magda Schneider épouse Hans Herbert, un restaurateur et père de 3 enfants issus d'un précédent mariage. Herbert devient l'agent autoproclamé de Romy, gérant ses revenus cinématographiques. Dès le début des années 50, Ernest Marischka envisage de porter à l'écran l'histoire romancée de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, dite Sissi, épouse de François-Joseph Ier, et assassinée en 1898 à Genève. Fasciné par le pouvoir de séduction de cette figure emblématique, il souhaite raconter son passé glorieux et heureux, en occultant les drames et phobies qui ont marqué sa vie réelle. Ce choix s'inscrit également dans une volonté de redorer l'image de l'Autriche après l'annexion nazie. Marischka, déterminé à créer une œuvre captivante, confie le rôle de Sissi à Romy Schneider, épaulée par sa mère Magda Schneider, qui incarne la duchesse Ludovica. Karl-Heinz Böhm est choisi pour interpréter le jeune empereur François-Joseph. Le tournage commence fin août 1955, à l'approche du 17e anniversaire de Romy, et s'achève en novembre. Sorti le 21 décembre 1955, Sissi connaît un succès phénoménal en Autriche et en Allemagne de l'Ouest, surpassant même les recettes d'Autant on emporte le vent. En Europe, le film est considéré comme une œuvre culturelle. En Suisse et en France, il bénéficie d'un lancement exceptionnel, avec des projections gratuites dans les écoles et une distribution massive de prospectus et produits dérivés. À travers l'Europe, de Nice à Helsinki, le film bat des records d'audience et devient le film de langue allemande le plus populaire des années 50. Fort de ce succès, Marischka lance rapidement la production d'un deuxième volet, Sissi impératrice. Cependant, Romy Schneider peine à comprendre l'intérêt d'un nouveau film et commence à se sentir étrangère à ses personnages idéalisés. Les contraintes du tournage, comme porter une lourde perruque provoquant des migraines, accentuent son malaise. Malgré cela, le film, sorti en 1956, est accueilli avec le même enthousiasme que le premier. Romy devient une icône européenne, inspirant un style princesse adopté par des milliers de jeunes filles. En 1957, Romy entame avec réticence le tournage du troisième volet, Sissi face à son destin. Elle est alors lasse d'être identifiée à ce personnage. À la grande déception de son beau-père et agent, Hans Herbert, et de sa mère Magda Schneider, qui exploite sa carrière à des fins personnelles, Romy refuse catégoriquement de participer à un 4e film, bien qu'on lui propose une somme colossale de 80 millions de francs. Dès 1953, Magda Schneider contrôle la carrière naissante de sa fille, s'assurant souvent de jouer à ses côtés dans ses films. Mais en 1957, Romy commence à s'émanciper de cette tutelle. Elle refuse notamment que sa mère intervienne lorsqu'elle reçoit une offre de Kirk Douglas au Festival de Cannes. Cet acte de rébellion marque un tournant. Romy décide désormais de choisir ses propres rôles,
ce qui affectera négativement la carrière et la situation financière de Magda Schneider. Au début de l'année 56, après le succès retentissant de Sissi, Romy Schneider entame une brève relation avec Toni Seller, triple champion du monde de ski alpin, qu'elle rencontre lors d'un bal de valse autrichienne. Vers la fin de la même année, sur le tournage d'un Petit coin de paradis de Joseph von Backi, elle croise la route d'Horst Buchholz, un acteur prometteur de 23 ans. Très vite, Romy tombe amoureuse de lui, et leur relation alimente les spéculations de la presse, qui imagine déjà des fiançailles et un mariage. C'est sa première histoire d'amour sérieuse, mais celle-ci est mal vue par sa mère Magda Schneider et son beau-père Hans Herbert. Au printemps 57, Romy et Horst se rendent à Paris pour tourner Mon Petit, accompagnés de Magda. Le film rencontre un certain succès en Allemagne de l'Ouest, mais suscite l'indignation des fans de l'actrice, qui peinent à accepter que leur enfant chéri devienne un objet de désir à l'écran. Leur idylle prend fin en juillet 57, lorsque Romy, de retour à Munich, est confrontée au chantage de son beau-père, qui lui lance un ultimatum. C'est lui ou c'est moi. Âgée de seulement 18 ans, elle se voit contrainte de privilégier sa famille. En janvier 58, après avoir refusé de participer à un 4e volet de Sissi, Romy s'envole pour New York. Les producteurs américains qui ont acquis les droits de Les jeunes années d'une reine lui font de l'œil. Invitée par Walt Disney, elle se voit proposer le rôle de Lisbeth dans Le troisième homme sur la montagne. Mais ce rôle est finalement attribué à Janet Monroe. De retour en Allemagne de l'Ouest, elle tourne Jeune fille en uniforme aux côtés de Lily Palmer, avec qui elle avait déjà joué dans Feu d'artifice. Ce film, qui raconte l'histoire d'amour entre une élève orpheline et son professeur, suscite la controverse à sa sortie. Il est rejeté par le public ouest-allemand, bien que la performance de Romy soit saluée par la critique. C'est à l'issue du tournage de Jeune fille en uniforme que Romy Schneider fait une rencontre déterminante, à la fois pour sa carrière et sa vie personnelle. Au printemps 1958, à seulement 19 ans, Romy Schneider est déjà une star internationale. Le réalisateur Pierre Gaspard lui propose le rôle principal dans Christine, un remake d'un film de Max Ophuls. Ce dernier avait marqué les débuts de sa mère, Magda Schneider, en 1933. Curieusement, ce projet avait déjà été envisagé pour Romy au début de sa carrière, bien avant Sissi, mais il avait été abandonné. Le succès fulgurant de la trilogie a relancé l'idée, les producteurs voulant capitaliser sur la popularité de l'actrice. Romy, ayant le privilège de choisir son partenaire à l'écran, sélectionne le jeune premier Alain Delon sur une photo. Les producteurs organisent une rencontre médiatique à l'aéroport d'Orly à Paris. C'est ainsi que le 10 avril 1958, les deux acteurs se voient pour la première fois. La première impression est loin d'être idyllique. Romy, ne parlant pas français, trouve Alain grossier et sans intérêt. Lui, ne parlant pas allemand, la juge hautaine et insupportable. Le tournage commence 2 mois plus tard dans une ambiance tendue. Pourtant, au fil des semaines, la réalité dépasse la fiction et les deux jeunes acteurs tombent amoureux. Cette liaison entre Sissi, idole des Allemands, et un jeune Français inconnu provoque une onde de choc en Allemagne, où elle est perçue comme une trahison. Le 22 mars 1959, surnommés les fiancés de l'Europe, Romy et Alain annoncent leurs fiançailles lors d'une cérémonie organisée par la mère et le beau-père de l'actrice à Morcote, en Suisse, au bord du lac de Lugano. Cet événement, largement couvert par la presse internationale, ne s'accompagne cependant d'aucune date de mariage. Peu après, Romy décide de s'affranchir de l'influence étouffante de sa mère, qu'il avait jusqu'alors surveillée de près, même sur les plateaux de tournage. Elle s'installe à Paris avec Delon, délaissant son éducation bourgeoise pour plonger dans l'effervescence des soirées parisiennes et adopte un style de vie anticonformiste. Cette transformation, tout comme sa liaison, suscite l'indignation de la presse ouest-allemande, qui voit en elle une infidélité à son pays et à son image idéale. Au début des années 60, Alain Delon, propulsé au sommet grâce à son rôle dans Plein Soleil de René Clément, enchaîne les succès et devient une star internationale. Romy Schneider, quant à elle, continue de jouer dans des films romantiques légers tels que Mademoiselle Ange, La Belle et l'Empereur et Katia. Delon lui enseigne l'italien et la présente à Luchino Visconti à l'été 1960. Ce dernier décide de lui offrir un rôle dans la pièce Dommage qu'elle soit une putain de John Ford. Après des répétitions difficiles, la première est programmée pour le 9 mars 1961, mais Romy tombe malade. La représentation est reportée au 29 mars. La pièce remporte un grand succès auprès du public parisien, bien que les critiques soient partagées, sauf pour le talent de Romy, unanimement salué. Le triomphe de la pièce ouvre de nouvelles portes pour l'actrice. Luchino Visconti lui confie un rôle dans un sketch du film collectif Boccace 70 durant l'été 1961. Après Dommage qu'elle soit une putain,
Romy décroche son premier rôle au cinéma, où elle parle exclusivement en français, dans Le Combat, dans L'île d'Alain Cavalier, aux côtés de Jean-Louis Trintignant et Henri Serre. Le 3 janvier 1962, Romy part en tournée avec une troupe française en Europe et en Afrique du Nord, où elle interprète la mouette d'Anton Tchekhov. Cette tournée l'amène à jouer pour la première fois en Allemagne de l'Ouest, au théâtre de Baden-Baden. En avril 62, elle se blesse après une chute de cheval et est hospitalisée, Alain Delon étant à ses côtés. Après sa convalescence, elle se rend au Festival de Cannes en compagnie de son fiancé et de Sophia Loren pour représenter Boccace 70, présenté hors compétition. Elle poursuit son chemin à Boulogne-sur-Seine pour tourner dans le procès d'Orson Welles aux côtés de ce dernier et d'Anthony Perkins. Bien que son rôle soit limité à une dizaine de jours, Romy considère ce tournage comme l'un de ses plus grands souvenirs. Les producteurs américains sont séduits et lui font de nombreuses propositions. La Columbia lui offre alors un contrat de 7 ans pour 7 films et un cachet d'1 million de francs pour chacun de ses rôles. Au printemps 63, Romy Schneider s'envole pour Hollywood et y tourne son premier film avec Otto Preminger, Le Cardinal, qui devient un grand succès et lui vaut une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique en mars 1964. En juin 1963, elle reçoit sa première récompense française, l'Étoile de cristal de la meilleure actrice étrangère, pour sa prestation dans Le Procès. Cependant, sur le tournage de son deuxième film pour la Columbia, Prête-moi ton mari, réalisé à l'automne 63, Romy se rend compte que les techniques de l'acteur studio, ainsi que les rouages impitoyables de l'industrie hollywoodienne, sont bien différents de ce qu'elle avait l'habitude de connaître. Dans cette comédie, elle se montre maladroite, envahie par le stress, le trac et des doutes personnels. En effet, des photos d'Alain Delon accompagné d'une jeune femme circulent dans la presse. La presse américaine se moque alors d'elle, lui attribuant le surnom de Mademoiselle l'Inquiète. Une fois le film terminé, elle rompt son contrat avec la Columbia et décide de revenir à Paris. Après 5 années de passion tumultueuse, Alain Delon la quitte pour Francine, future Nathalie Delon, rencontrée à la fin de l'été 63, et enceinte de leur fils, Anthony. Romy Schneider est profondément affectée par cette rupture. Brisée, elle quitte leur appartement et s'installe avenue Hoche. En juin 64, elle reçoit la victoire du cinéma français de la meilleure actrice étrangère de l'année pour Le Cardinal. Le mois suivant, elle tourne dans L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot, un film inachevé qui marque un tournant dans sa carrière, où elle révèle un potentiel érotique insoupçonné. Le tournage, initialement prévu pour 18 semaines, n'en dure que 3 à la suite d'une crise cardiaque du réalisateur. Après cette expérience, Romy rentre à Paris et participe au film Quoi de neuf Pussycat avec Peter O'Toole et Woody Allen. Après un passage au Brésil en mars 65, Romy Schneider retourne à Berlin pour l'inauguration du restaurant Blassens à l'Europa Center de Berlin-Ouest. C'est là qu'elle rencontre l'acteur et metteur en scène de théâtre de boulevard berlinois Harry Meyen, de 14 ans son aîné et d'origine juive. Encore marié, il entame une liaison avec elle, puis se sépare de sa femme en décembre 65, avant de divorcer en mai 66. Ils peuvent alors se marier le 15 juillet 1966 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Romy étant déjà enceinte de 4 mois. Ils s'installent dans la Wicklerstraße à Berlin-Grunewald à l'automne. Romy avait prévu de se consacrer au théâtre à Berlin, un projet qui ne se réalisera pourtant jamais, malgré plusieurs rendez-vous avec Boslow, Barlog et Fritz Kortner pour mettre en scène une pièce. Avant de se retirer du cinéma pour un temps, elle tourne encore quelques films. À l'automne 1965, elle participe à 10h30 du soir en été de Jules Dassin en Espagne, puis au printemps 1966, elle tourne La Voleuse, où elle joue pour la première fois avec Michel Piccoli, et enfin La fantastique histoire vraie, d'Eddie Chapman, durant l'été. Le 3 décembre 1966, à 28 ans, Romy Schneider donne naissance à son premier enfant, David Christopher Meyen, dont le véritable nom, selon l'état civil, est Osbjørn Stock. Elle se retire alors de la vie publique pendant 1 an et demi pour se consacrer entièrement à son fils, à Berlin. Le 21 février 1967, son père Wolf décède à Vienne d'un infarctus à l'âge de 60 ans, suite à un excès de trac, une appréhension qu'elle connaîtra elle aussi tout au long de sa carrière. 1 an plus tard, le 1er mai 1968, son beau-père décède dans des circonstances similaires à 62 ans. Le 2 juin 1967, lors d'un concert de Sammy Davis Jr. à l'Olympia, Romy Schneider, accompagnée de son époux Harry Meyen, retrouve Alain Delon, lui-même accompagné de sa femme Nathalie. À la fin de l'année 1967, alors qu'elle ne reçoit plus de propositions de contrat, Romy Schneider accepte de tourner la comédie d'espionnage Hotly de Dick Clement à Londres. Elle se rend sur place en mars 68, mais le film est un échec commercial et tombe vite dans l'oubli. C'est alors qu'elle reçoit un appel d'Alain Delon qui lui propose de jouer le rôle de Marianne dans le film de Jacques Deray, La piscine, aux côtés de Maurice Ronet et Jeanne Berkin. Les retrouvailles des ex-amants, très médiatisés,
ont lieu le 12 août 1968, à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, et le tournage commence 7 jours plus tard pour se terminer le 19 octobre 1968. Bien que le couple Delon-Schneider se reforme à l'écran, ce n'est pas le cas dans la vie privée, contrairement à ce que la presse a pu suggérer à l'époque. À sa sortie en salle le 31 janvier 1969, le film connaît un énorme succès, aussi bien public, 2,3 millions d'entrées, que critiques, et marque le redémarrage de la carrière de Romy Schneider en France. Fin 1968, alors qu'elle termine la post-production de La Piscine, elle est repérée par le réalisateur Claude Sauté, qui cherche l'actrice principale pour son prochain film, Les choses de la vie. Séduit par Romy, qu'il ne connaissait que pour la trilogie Sissi, sans avoir vu ses autres films, il l'engage rapidement. Le tournage commence en juin 1969, et le film marque le début d'une longue collaboration avec Sauté. À sa sortie en mars 1970, Les choses de la vie est acclamé par la critique et rencontre un grand succès auprès du public, totalisant près de 3 millions d'entrées en France, ce qui en fait le 9e film le plus rentable de l'année 1970. Grâce au triomphe de ces deux films, l'actrice retrouve sa place de star et enchaîne les tournages tout au long des années 1969 et 1970. Elle tourne à Londres dans L'Inceste de John Newland, en Israël dans Bloomfield, de et avec Richard Harris, en Bretagne dans Qui de Leonard Kegel aux côtés de Maurice René, et en Italie dans La Khalifa. Elle retrouve ensuite Claude Sauté et Michel Piccoli pour Max et les Ferrailleurs, où elle interprète Lily, une prostituée d'origine allemande. Enfin, en automne 1971, elle se réunit à nouveau avec Alain Delon pour leur 3e et ultime collaboration, L'assassinat de Trotsky de Joseph Losey, aux côtés de Richard Burton, qui joue Trotsky. Delon incarne son assassin et Romy Schneider interprète la femme qui a facilité l'assassinat. Au Festival de Cannes 1971, alors qu'elle remet le prix du 25e anniversaire pour Mort à Venise et l'ensemble de son œuvre, le réalisateur Luchino Visconti lui propose de reprendre le rôle de l'impératrice Élisabeth d'Autriche dans son nouveau film Ludwig, le crépuscule des dieux. Romy Schneider hésite d'abord puis accepte. Elle donne la réplique à Helmut Berger qui incarne Louis II de Bavière, le cousin de Sissi. Le tournage débute le 31 janvier 1972 en Bavière et s'étend sur 5 mois, produisant un film de plus de 4 heures. La version de Sissi qu'interprète Romy Schneider dans le film de Visconti est plus fidèle à la réalité historique, offrant un portrait plus sombre et complexe du personnage, en contraste avec la vision mièvre de la trilogie de Sissi, d'Ernest Marischka. La même année, Romy Schneider collabore pour la 3e fois avec Claude Sauté, aux côtés d'Yves Montand et Sami Frey, dans César et Rosalie. Le film, sorti le 27 octobre 1972, est un nouveau succès, totalisant 2,5 millions d'entrées. Sur le plan personnel, Romy Schneider se sépare de son mari Harry Meyen et en septembre 1972 s'installe à Neuilly-sur-Seine avec son fils David, qu'elle inscrit à l'EIB Monceau. L'été 1973, elle tourne Le Train de Pierre Granier de Fer, où elle incarne une juive allemande qui tombe amoureuse d'un Français, joué par Jean-Louis Trintignant. Une liaison intense naît entre les deux acteurs pendant le tournage, mais prend fin avec celui-ci, laissant Romy Schneider profondément affectée. Jean-Claude Brialy et Jacques Dutronc témoigneront plus tard de l'importance de cette relation pour l'actrice, à qui Trintignant continuera de montrer l'admiration et affection. Elle poursuit sa carrière avec plusieurs tournages, Un amour de pluie de son ami Jean-Claude Brialy, puis Le manteau enragé de Michel Deville, où elle retrouve Jean-Louis Trintignant et Jeanne Birkin. Elle joue ensuite le rôle de la criminelle Philomena Schmid dans Le trio infernal de Francis Giraud avec Michel Piccoli, avant de travailler avec André Julaski dans L'important c'est d'aimer, aux côtés de Fabio Testi et Jacques Dutronc. Ce dernier tournage sera particulièrement éprouvant pour Romy, qui sera contrainte de partir en cure de repos, après avoir été incapable de se lever un jour. L'été 1974, à Saint-Tropez, elle entame une relation amoureuse avec son secrétaire Daniel Biasini, qu'elle connaît depuis 2 ans. C'est également à cette époque qu'elle se lie d'amitié avec Brigitte Bardot, qu'elle avait rencontrée à plusieurs reprises auparavant. Fin 1974, Romy Schneider tourne Les Innocents aux mains sales de Claude Chabrol à Saint-Tropez. Puis entre mars et mai 1975, elle participe au tournage de Le Vieux Fusil de Robert Enrico avec Philippe Noiret. Le film, qui se déroule en 1944 et s'inspire du massacre d'Oradour-sur-Glane, marque les esprits. À sa sortie en août 1975, le film suscite des avis partagés parmi la critique, mais connaît un immense succès populaire, totalisant plus de 3 millions d'entrées. Il est nommé dans 9 catégories lors des premiers Césars en 1976 et remporte 3 récompenses, dont celle du meilleur acteur pour Philippe Noiret, de la meilleure musique et du meilleur film. Le divorce de Romy Schneider avec Harry Meyen est prononcé le 5 juillet 1975 à Berlin-Ouest, en l'absence des deux parties concernées. Quelques mois plus tard, enceinte de 6 mois, elle épouse Daniel Biasini,
le 18 décembre 1975 à Berlin. Cependant, 2 semaines après son mariage, le 31 décembre 1975, vers 18h, elle ressent de violentes douleurs abdominales. Elle fait une fausse couche. Quelques mois après cette tragédie, Romy Schneider est nommée au César de la meilleure actrice lors de la première cérémonie des Césars, le 3 avril 1976, aux côtés de Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Delphine Seyrig. Elle est en lice pour sa performance dans L'important c'est d'aimer. À sa grande surprise, elle remporte le César qu'elle dédie à Luchino Visconti. Après cette victoire, l'actrice part en Grèce pour tourner Une femme à sa fenêtre de Pierre Granier de Fer. Elle fait ensuite une apparition dans Mado de Claude Sautet, où elle incarne une jeune femme alcoolique, abandonnée par son mari, interprétée par Michel Piccoli. L'automne 1976, la voit se rendre en Allemagne de l'Ouest pour tourner Portrait de groupe avec Dame, sous la direction d'Alexander Petrovitch. Bien que le film divise la critique et soit un échec commercial en France lors de sa sortie en mai 1977, il permet à Romy Schneider de recevoir un prix d'interprétation en Allemagne de l'Ouest. Le film représente l'Allemagne de l'Ouest au Festival de Cannes 1977. Le 21 juillet 1977, à l'âge de 38 ans, Romy Schneider donne naissance prématurément à une fille, Sarah, à Gassin dans le Var. La césarienne l'épuise et elle prend une année sabbatique pour se consacrer à sa famille. Elle revient au cinéma en 1978 avec Une histoire simple de Claude Sautet, où elle incarne Marie, une femme de 39 ans, libre et indépendante. Ce rôle lui vaut un second César en 1979, récompensant à nouveau son talent exceptionnel. Cette collaboration avec Sautet sera la dernière. Elle retrouve ensuite Yves Montand pour Clair de femme de Costa Grava. Au printemps 1979, Romy Schneider part au Mexique seule avec sa fille, Sarah. Durant son séjour, elle apprend par un télégramme daté du 15 avril 1979 la mort de son ex-mari Harry Meyen à Hambourg. Profondément affectée, elle rentre d'Acapulco pour assister à ses funérailles. Quelques mois plus tard, entre juin et août 1979, elle tourne La mort en direct de Bertrand Tavernier à Glasgow. De février à mai 1980, Romy Schneider tourne La banquière de Francis Giraud, un film qui récolte 4 nominations au César 1981, mais qui n'est pas un grand succès public, avec moins de 700 000 entrées en France. Après ce tournage, elle part en vacances en Sicile avec son mari et ses enfants, avant de revenir à Paris. À l'automne, elle tourne Fantôme d'amour de Dino Rizzi, aux côtés de Marcello Mastroianni. Le 26 août 1980, sa grand-mère Rosa Alba Rizzi décède à l'âge de 105 ans. Le 31 janvier 1981, Romy Schneider assiste à la 6e cérémonie des Césars en compagnie de son fils David. À cette époque, sa relation avec Daniel se dégrade considérablement et elle se sépare de lui en février 1981. En avril, après le tournage de Garde à vue de Claude Miller avec Michel Serrault et Lino Ventura, elle se rend comme chaque année en cure de thalassothérapie à Quiberon. Là, elle se brise le pied gauche en sautant d'un rocher sur la plage, un moment immortalisé par le photographe Robert Lebec. Au cours de cette cure, en mars 1981, elle rencontre Glémore, poète, chanteur et barde breton, avec qui elle noue une relation. Robert Lebec capture ces moments de bonheur où Romy apparaît radieuse à travers de discrètes photographies en noir et blanc. La chute retardant le tournage de La passante du sans-souci de Jacques Rouffio de 4 semaines, Romy Schneider doit être hospitalisée d'urgence le 23 mai 1981, 2 jours avant le début du tournage, pour subir une ablation du rein droit, en raison de la détection d'une tumeur. Le médecin prescrit un repos strict de 3 mois. C'est durant cette période qu'elle rencontre par l'intermédiaire de Claude Berry le producteur Laurent Pétain, célibataire et plus jeune qu'elle, avec qui elle entame une relation amoureuse. Le 5 juillet 1981, David, le fils de Romy, passe l'après-midi chez ses grands-parents. Vers 16h30, après une balade à vélo avec des amis, il revient à la maison. Le portail est fermé et pour ne pas déranger, il escalade le mur d'enceinte, comme il en a l'habitude. Malheureusement, il perd l'équilibre et dans sa chute se blesse gravement sur le portail. Il meurt ce soir-là à l'hôpital, à l'âge de 14 ans. Des paparazzis déguisés en infirmiers pénètrent dans le service funéraire pour photographier le jeune garçon sur son lit de mort. Une intrusion qui choque profondément l'opinion publique. Les obsèques de David ont lieu le 7 juillet 1981 à Saint-Germain-en-Laye. Romy Schneider est dévastée par la perte de son fils. Elle se retire auprès de ses amis proches, notamment Jean-Claude Brialy et Claude Berry, et choisit de disparaître des radars médiatiques jusqu'au 8 septembre 1981, date à laquelle elle refait une apparition publique pour la première du film Pour la peau d'un flic d'Alain Delon. Le 12 octobre 1981, elle commence le tournage de La passante du sans souci, après près de 6 mois de retard. Les scènes avec Wendelin Werner, un jeune acteur qui lui rappelle son fils, sont particulièrement éprouvantes.
À la fin du tournage, en décembre, Romy présente ses excuses à son partenaire et l'emmène chez elle, lui offrant une tortue en jade. Elle demande également à Jacques Rouffio de dédier le film dans le générique de début à son fils et à son ex-mari disparu. Après le tournage en janvier 82, Romy Schneider et son compagnon Laurent Pétain partent en vacances aux Seychelles. Elle était censée se rendre à la 7e cérémonie des Césars fin février 1982, où un hommage à Marlène Dietrich était prévu, et où elle devait présenter un prix. Toutefois, elle annula sa participation. La Passante du Sans Souci sort en salle le 14 avril 1982. La presse salue ce film comme celui qui a sauvé Romy Schneider. En pleine promotion, elle est invitée de Michel Drucker dans son émission Champs-Élysées le 10 avril 1982. Meurtrie par la perte de son fils, elle dénonce le comportement des paparazzi qui l'ont poursuivie après le drame. 5 jours plus tard, le 15 avril, elle confie à France Roche, dans le journal de 20h d'Antenne 2, ses projets pour l'avenir. « Je voudrais être une mémé, un jour, à la campagne, avec mes fruits, mes arbres, ma fille, et vivre. » Le 9 mai 1982, Romy Schneider prend un vol pour Zurich. Le 10, dans un hôtel de la ville, elle rédige son testament, léguant tous ses biens à son compagnon Laurent Pétain et à sa fille Sarah. Le soir du vendredi 28 mai 1982, Romy Schneider sort dîner avec son compagnon Laurent. Laurent raccompagne Romy chez elle à 3h30, puis la laisse seule à 4h20 pour écouter de la musique. Le matin du samedi 29 mai, elle est retrouvée inanimée à son bureau. Laurent Pétain, pensant d'abord qu'elle dormait, la transporte dans leur lit, mais se rend vite compte qu'elle ne respire plus. Il appelle les secours, et la mort est constatée vers 7h du matin. L'actrice avait 43 ans. Sur son bureau, la police retrouve une lettre inachevée, un mot d'excuse pour sa fille, souffrant de la rougeole, pour annuler une séance photo et une interview. La lettre porte une longue rature, montrant qu'elle s'est effondrée en l'écrivant. Romy Schneider est inhumée le 2 juin 1982 au cimetière de Boissy-sans-Avoir, en présence de son frère Wolf Dieter et de sa famille. Le corps de son fils David, enterré à Saint-Germain-en-Laye le 7 juillet 1981, est transféré dans le caveau familial en août 82. Le film Un contre l'autre, qui devait réunir pour la 4e fois à l'écran le couple Delon-Schneider, et dans lequel Simone Signoret devait également jouer, est abandonné après la mort de Romy Schneider. La sortie du film, prévue pour juillet 82, ne verra donc jamais le jour. En 2012, pour le 30e anniversaire de sa disparition, Claude Pétain, ami intime de Romy Schneider et belle-sœur de Laurent Pétain, soutient que la mort de l'actrice était absolument naturelle et n'a pas été causée par un abus de barbiturique ni d'alcool, comme l'avait prétendu la presse à l'époque. Le 22 février 2008, lors de la 33e cérémonie des Césars, l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma décerne à titre posthume à Romy Schneider un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, et à l'occasion du 70e anniversaire de sa naissance. Alain Delon monte sur scène pour recevoir le prix et demande une ovation en l'honneur de l'actrice. En 2018, à l'occasion de la sortie du biopic 3 jours à Quiberon, sa fille Sarah critique fortement l'image que ce film donne de Romy Schneider, notamment les suppositions d'alcoolisme omniprésentes dans le film. Elle affirme que sa mère n'a jamais eu de dépendance à l'alcool ni aux médicaments. À celle dont il dit qu'elle est le plus grand amour de sa vie, Alain Delon écrit sur un bout de papier « Tu n'as jamais été aussi belle. Tu vois, j'ai appris quelques mots d'allemand pour toi. Je t'aime mon amour. » Alain Delon n'est cependant pas présent le jour de l'inhumation, ayant préféré se recueillir en toute discrétion quelques jours après. Magda Schneider, quant à elle, est absente de la cérémonie car hospitalisée pour des problèmes cardiaques. Elle meurt 14 ans après sa fille, le 30 juillet 1996.